Thomas Mann est né à Lübeck le 6 juin 1875. En introduction de ma lecture, je ne reprendrai que quelques dates qui me semblent intéressantes. En 1896-1898, il séjourne en Italie. En 1901, parution des Buddenbrooks chez Fischer. En 1910, sa sœur Carla se suicide. En 1911 et 1912, il écrit La mort à Venise, Der Tod in Venedig. En 1912, il passe 3 semaines à Davos, dans un sanatorium, et c'est là que lui vient la première idée du Zauberberg, c'est-à-dire la montagne magique. Cet ouvrage sera écrit d'ailleurs entre 1919 et 1924. En 1926, il commence à écrire Joseph und seine Brüder, Joseph et ses frères. En 1927, se suicide son autre sœur, Julia. En 1929, il publie son discours sur Lessing, Rede über Lessing, et ensuite la position de Freud dans l'histoire de la pensée moderne, Die Stellung Freuds in der modernen Geistesgeschichte. C'est l'année où il reçoit le prix Nobel de littérature. En 1930, il fait un discours à Berlin, le 17 octobre, contre le national-socialisme triomphant. En 1936, c'est Freud et l'avenir, Freud und die Zukunft. Officiellement, il rompt avec l'Allemagne hitlérienne et reçoit la nationalité tchèque. Entre 1936 et 1939, il écrit Lotte in Weimar, donc Lotte à Weimar. En 1938, il se fixe aux États-Unis, d'abord à Princeton, où il enseigne à l'université. En 1941, il se fixe en Californie. De 1943 à 1947, il écrit le Dr Faust, Dr Faustus. En 1949, Klaus Mann se suicide à Cannes. En 1950, c'est la mort de Heinrich Mann. De 1951 à 1954, il écrit Félix Krull. En 1952, il quitte les États-Unis pour se fixer en Suisse. Finalement, il décède à Zurich le 12 août 1955. Je voudrais vous lire maintenant un texte publié en 1950 dans lequel Thomas Mann reprend, il va l'expliquer, ce qui lui a semblé essentiel dans sa vie et dans son époque. Je veux vous parler de mon temps et non de ma vie. Je suis peu enclin, même pas du tout, à faire un discours autobiographique. Peut-être, après tant de livres que j'ai tirés de ma vie, ai-je souhaité parfois en tirer un livre et raconter l'histoire de cette vie. Mais je n'ai éprouvé ce souhait que très passagèrement et fragmentairement. Sur un plan très réduit seulement. J'ai obéi à cette sollicitation en racontant parfois à mes amis et à moi-même la genèse de telle de mes œuvres. Peut-être n'aimais-je pas assez ma vie pour être un bon autobiographe. Je lisais récemment qu'en Allemagne, où l'on échange beaucoup de name-calling, un groupement ecclésiastique avait dénié tout christianisme à l'œuvre qui a rempli mon existence. C'est déjà arrivé à de plus grands que moi. Cela éveille toutes sortes de réminiscences. Mais dans mon cas particulier, j'éprouve des doutes, fondés moins sur le contenu de mes écrits que sur l'impulsion qui les a inspirés. S'il est chrétien de considérer la vie, sa vie à soi, comme une faute, une dette, un compte à acquitter, comme un sujet d'inquiétude religieuse requérant instamment la rémission, la rédemption, la justification, en ce sens, ces théologiens n'ont pas tout à fait raison de voir en moi le type de l'écrivain non chrétien. Car rarement l'œuvre d'une vie, lors même qu'elle semblait un jeu sceptique, artistique et humoristique, dériva aussi totalement et dès son début d'un anxieux besoin de réparation, de purification et de justification, comme le fut ma tentative personnelle et si peu exemplaire
de pratiquer l'art. Il est probable que pour la théologie, l'effort artistique n'est point un moyen de justification ou de rédemption, et il est probable qu'elle a raison en cela. Sinon, on jetterait sans doute un regard en arrière sur l'œuvre accomplie avec plus de satisfaction, plus d'apaisement et de complaisance. Mais en réalité, ce processus d'acquittement de la dette, cet élan religieux, me semble-t-il, vers le rachat de la vie par le truchement de l'œuvre, s'accomplit dans l'œuvre elle-même. Car il n'y a point là de trêve ni de satisfaction, et chaque nouvelle tentative s'efforce de suppléer au manque de la précédente et de toutes celles qui l'ont précédée, de les rédimer et de compenser leur imperfection. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin prochaine où s'accomplira la parole de Prospero « And my ending is despair ». Le désespoir est l'aboutissement de ma vie. Alors, comme pour le magicien de Shakespeare, ne subsistera qu'une seule pensée consolatrice, celle de la grâce. Cette puissance souveraine dont nous avons parfois senti avec stupeur l'approche présence dans notre vie, et de qui seule dépend que notre dette nous soit remise. On voudra bien se souvenir que je dis tout ceci uniquement pour motiver ma répugnance de l'autobiographie, c'est-à-dire la pensée de prendre directement ma vie pour thème de mes écrits, de mes propos. Mais quand je parle de mon temps, j'emploie nécessairement ce terme dans une double acception. Le temps, l'époque historique qui forme le cadre de mon existence individuelle et dont je fus témoin, est précisément le temps qui me fut dévolu. Dans le sablier préparé à mon attention, il ne subsiste plus, en sa partie supérieure, que bien peu de sable qui s'écoule par l'étroit conduit. Et ce serait terrible si le temps n'était quelque chose de si singulièrement précieux et riche en accomplissements possibles, que même une petite quantité représente encore beaucoup. De ces considérations sur mon époque, le « je » autobiographique ne saurait être écarté, et le regard que je jetterai sur cette époque sera, que je le veuille ou non, un regard sur ma vie. À 75 ans, Goethe disait à Eckermann « J'ai le grand privilège d'être né, en un temps où les plus immenses événements mondiaux sont venus à l'ordre du jour, et ils se sont succédés tout au long de ma vie, en sorte que je fus le témoin vivant de la guerre de 7 ans, de la scission entre l'Amérique et l'Angleterre, puis de la Révolution française et enfin de l'ère napoléonienne jusqu'à la défaite du héros et aux événements postérieurs. Ce vieil homme tire le gloire de l'expérience historique qui fut sienne et lui permit, dit-il, d'atteindre à des résultats et des points de vue tout différents de ceux qu'adopteront les hommes qui naissent actuellement, c'est-à-dire en 1824. Certes, à notre génération et à celles qui suivirent, les événements marquants et les bouleversements mondiaux n'ont pas davantage manqué. Et vers 1830 seulement commença, à proprement parler, le siècle nouveau. Goethe, qui le vit monter avec une profonde méfiance, le qualifia d'un mot très soucieux, très sceptique, de siècle des facilités. L'époque de la technique, du progrès des masses, cette époque qui, dans notre actualité angoissée, au cours de 120 ans a atteint son apogée vertigineuse, est absolument fantastique. Il est toujours téméraire de se trop flatter que notre propre temps est fertile en incidents historiques, car les situations peuvent toujours se corser, elles vont toujours se corsant. On en a vu de toutes les couleurs quand on est né au lendemain de la guerre franco-allemande et à la fin du Second Empire français. On a vu l'hégémonie continentale de l'Allemagne sous Bismarck et l'épanouissement de l'Empire britannique sous Victoria. On a assisté presque simultanément, et déjà en connaissance de cause,
à la sape intellectuelle des normes de la vie bourgeoise partout en Europe, à la catastrophe de 1914 avec l'intervention de l'Amérique dans la politique mondiale et la chute de l'Empire allemand. On a été témoin du total changement de l'atmosphère morale après les 4 années sanglantes de la Première Guerre mondiale. On a vu la révolution russe, la montée du fascisme en Italie et du national-socialisme en Allemagne, la terreur hitlérienne, l'alliance de l'Orient et de l'Occident contre elle, la guerre gagnée et la paix perdue. Si ceci, dis-je, est suffisamment riche de tragique extérieur pour remplir une vie humaine, et quantitativement équivaut sans doute aux expériences de Goethe, je ne garantis pas que les enfants aujourd'hui au berceau, à supposer que les progrès d'une technique en folie leur permettent d'arriver à l'âge adulte, ne pourront pas, sur leurs vieux jours, se vanter d'avoir vécu bien d'autres transformations et bouleversements mondiaux spectaculaires que l'homme qui, aujourd'hui, atteint ses 75 ans. Je le leur concède sans envie. Comme il est dit dans le vieux chant de Noël allemand, à la distribution des cadeaux, nous n'allons point nous lancer des regards envieux, ni nous vanter d'avoir le plus beau. Nul siècle n'est frustré. Et pourtant, je voudrais me prévaloir d'un avantage que l'homme de 1875 peut revendiquer à l'égard de celui de 1914 ou des années postérieures. Ce n'est pas une mince affaire que d'avoir vécu le dernier quart du XIXe siècle, un grand siècle, qui s'agrège encore à l'époque attardée de l'ère bourgeoise libérale, d'avoir vécu dans ce monde, respiré cette atmosphère. C'est, voudrait-on dire avec l'orgueil de l'âge, un avantage d'ordre culturel sur ceux qui n'accueillent de plein pied dans la dissolution actuelle, un fond et un apport de culture dont ceux qui vinrent plus tard sont dépourvus, sans qu'ils aient naturellement le sentiment de leur frustration. C'est un peu la situation d'un homme qui aurait connu l'Ancien Régime et vécu ensuite quelques décennies de l'époque postérieure à la Révolution par rapport à la génération qui suivit 1789. Cet avantage consiste peut-être principalement dans le fait que celui dont la vie est à cheval sur des époques apprend à connaître la continuité de l'histoire et sa transition. Car c'est par transition, non par saccade, que l'histoire s'accomplit et, dans tout ancien régime, les germes du nouveau sont déjà vivants et spirituellement agissants. Il ne l'était guère dans mon enfance, qui coïncida avec les premiers fastes du Reich allemand nouvellement fondé, une gloire tout au plus un peu assombrie dans l'aidissantes interventions de Mammon, du tribut d'or français, qui se manifestait dans les scandales de folles spéculations. Qui donc soupçonnait l'existence du ver lové tout au fond du fruit éblouissant? Qui donc parmi nous aurait compris les paroles que George Sand écrivait en 1876 à Flaubert? Les victoires de l'Allemagne marquaient, disait-elle, le début de son déclin moral. Et toutes ces créations de la puissance uniquement tournées vers la matière et qui abjuraient tout respect de l'humanité, telle l'œuvre rusée et puissante de Bismarck, étaient des colosses aux pieds d'argile. La lettre continuait, terriblement prophétique, jusqu'à l'image du drapeau souillé dans lequel l'Allemagne triomphante et dépouillant tout idéal s'enveloppait et qui devait être son suaire. Cette voix, si elle nous était parvenue, n'eût été à nos yeux que la voix de la défaite. Pour autant que la chose publique nous touchait, nous pensions que le Seigneur nous avait comblés, grâce au puissant homme d'État considéré par l'Europe comme un bouleversant mélange de brutalité et de raffinement qui, sous le nom de fidèle serviteur allemand de son maître, gouvernait l'Allemagne en autocrate. Comme on se sent riche d'expérience, lorsqu'on songe qu'enfant, on a vu de ses yeux le vieil empereur Guillaume Ier, ou le Grand, ainsi qu'on l'appela sous le règne de son petit-fils. Dans sa jeunesse,
On le nommait le prince mitrailleuse, parce qu'en 1848, il avait fait tirer sur le peuple en utilisant ce genre d'artillerie. Quand je le vis, c'était un vieillard héroïque, entré à moitié dans la légende, le front ceint du laurier de la victoire, une idole nationale d'un caractère plus majestueusement amène que son chancelier de fer. Je l'aperçus comme son train spécial traversait Lübeck et s'arrêtait quelques minutes dans la gare enfumée. La foule admise sur les quais criait « Hurrah !» Des notabilités saluaient le chef de l'État, et nous, enfants, escortés de notre Fraulein, fûmes autorisés à le contempler pieusement. Il était déjà terriblement vieux, tel qu'il s'encadrait dans la portière de son wagon, avec son képi qui lui pendait sur la tête, ses favoris tout blancs, les pointes de ses gants retombant, flasques, au-dessus de ses doigts, quand il portait une main tremblante à sa visière. Derrière lui se tenait, vigilant et comme prêt à le recevoir dans ses bras, son médecin particulier. Ayant remarqué la croix de fer qui ornait l'habit de gala d'un des messieurs de la délégation venus le saluer, il demanda dans quelle bataille le détenteur l'avait gagné. Je crois qu'en cela consista l'entretien officiel. En tout cas, cette question en marqua le point culminant. Parmi de nouvelles acclamations, le train emporta l'auguste voyageur. Nous avions vu un instant d'histoire. Il me fut également donné de voir le vieux Feldmarschall von Moltke, le théoricien des batailles, comme on l'appelait. Il se trouvait parmi la suite du jeune Guillaume II, lors d'une visite officielle qu'au début de son règne, celui-ci fit à ma ville natale. Quand, après le dîner de gala, l'héritier du trône impérial, chamarré de décorations en brillant, eût été suffisamment acclamé à une fenêtre ouverte de l'hôtel de ville par la foule qui se pressait sur la place du marché, Moltke aussi fit son apparition et déchaîna, de bonne ou mauvaise grâce, une explosion d'enthousiasme encore plus tumultueuse. Une tête finement taillée, sillonnée de rides, point martial en somme, plutôt celle d'un penseur érudit que d'un soldat et d'un sabreur. Ce type de mathématicien d'état-major, pour qui la victoire est une construction, effrayait, depuis 1870, le militarisme français à tendance plus galante. Comme pour attiser l'allégresse générale, un bourgeois endimanché agita son chapeau claque au-dessus de la tête du vieux stratège, geste qui lui valut l'aigle rouge de 4e classe. C'était l'époque de la commémoration annuelle de Sedan, le 2 septembre, le temps du national-libéralisme d'obédience bismarckienne, du parti de la libre pensée déjà un peu teinté d'opposition que dirigeait Eugène Richter, et auquel, fait singulier, tel ou tel professeur de notre lycée, orienté vers le classicisme et vers Schiller, donnait son adhésion. C'était le temps de la social-démocratie d'Auguste Bebel, menace grandissante qui, alors, je le constate en me référant à mes souvenirs personnels, jouait dans l'imagination des bourgeois précisément le rôle que tient aujourd'hui le bolchevisme. La social-démocratie représente l'écroulement, le pire sans-culottisme, la spoliation des possédants, le bouleversement de la culture, bref, l'anéantissement. Et je me rappelle encore le directeur de notre école tensant des polissons qui avaient lacéré des tables et bancs à coups de canif et leur lançant « Vous êtes conduits comme des sociaux-démocrates !» Tout le monde esclaffa, les professeurs aussi, mais le directeur fulmina « Il n'y a pas de quoi rire !» Tout de même, la culture bourgeoise pouvait encore rire. Elle semblait éternelle, et les sociaux-démocrates étaient les derniers à la menacer sérieusement. Bismarck abominait leur internationalisme théorique, tout comme il abominait celui des partisans catholiques, des ultramontains, et les flétrissait du nom d'ennemis du Reich. Mais au fond,
Il connaissait et reconnaissait dans la social-démocratie un parti de l'étatisme et de la discipline officielle, et sa vraie haine allait au libéralisme, à la libre pensée dont il disait qu'elle était beaucoup plus proche de l'anarchisme que la social-démocratie. Mot spirituel et paradoxal aux yeux du bourgeois, car la libre pensée semblait un parti d'ordre et portait la livrée bourgeoise, non prolétarienne, ce pourquoi le bourgeoisisme loyal la tolérait dans ses rangs. Mais le bourgeoisisme allemand était régi par un conservateur démoniaque. Quoique celui-ci, par bienséance, pour sacrifier à l'esprit de l'époque, eût doté son pays d'une constitution pseudo-démocratique, il était l'ennemi juré de la démocratie européenne, révolutionnaire dans cette acception, révolutionnaire en un sens sinistrement moderne et rétrograde, le type du grand apostat de la seconde moitié du XIXe siècle, dressé contre le libéralisme européen, tout comme Dostoïevski et Nietzsche, dont, naturellement, Bismarck ne soupçonnait même pas l'existence. Il est singulier de penser que ce type spirituel, incarné en l'homme d'État, régnait sur cette florissante entreprise commerciale, éclairée des feux impériaux et romantiques, qui s'intitulait l'Empire allemand et qui encourait le profond dédain de Nietzsche, précisément parce qu'elle semblait une forme nationale démocratique comme une autre, parce que sa politique étouffait la pensée et parce que son instauration lui semblait marquer la fin de la philosophie allemande. Il reposait tout de même, cet empire, sur la culture et la propriété, ces piliers de la bourgeoisie. Il reposait, allié à la grande industrie, sur la sécurité bourgeoise, tout comme l'époque elle-même, qui, aujourd'hui, fait si parfaitement figure de bon vieux temps. Qu'une livre anglaise valut 20 marks, $1,04, qu'en retour d'un Reichsmark on reçut 120 centimes italiens, français ou suisses, cela semblait voulu par Dieu et immuable. En outre, l'or circulait. Qui n'a pas manié de numéraire en or n'a pas connu l'aurea aetas de la bourgeoisie. Et mon âge m'impressionne quand je songe que j'ai reçu mes premiers honoraires d'écrivain sous les espèces de 3 pièces de 10 marks en or. La solidité et la décence constituaient le caractère de l'époque. On était encore loin de la libération du corps, due à la pratique des sports. L'enveloppement était obligatoire, mis à part le décolleté de la robe de bal, de règle à la cour, et par conséquent adopté par la bourgeoisie aussi. Ce dénuement pompeux des épaules et du buste, que le moraliste Tolstoï désapprouvait si violemment et que, comme artiste, il a décrit dans Anna Karénine, avec une si profonde convoitise érotique, formait un étonnant contraste avec la chasteté rigoureuse du costume de bain féminin, une sorte de toilette spéciale, agrémentée de volants qu'en 1880 le beau sexe revêtait pour entrer dans l'eau et qui, même mouillée, conservait la plus extrême décence. Avec son voile et son ombrelle frangée de dentelle pour protéger son teint, la dame de la bourgeoisie riche se prélassait dans son équipage, car la mode des peaux bronzées était encore lointaine. Inconnue, la saison d'hiver en montagne et presque ignorée encore les jeux de plein air, si j'accepte le modeste croquet de jardin. Nous autres gamins faisions dans de déplaisantes salles de gymnastique les affreux exercices des agrès datant du père Yann, auquel jadis on entraînait la jeunesse qu'on voulait préparer à la guerre contre Napoléon. Nous évoluions, à la rigueur, en bras de chemise, mais, spectacle invraisemblable, en col dur, et, si possible, plastron empesé, sous l'égide d'un moniteur à barbe rousse et pince-nez, à la voix de commandement aviné. Le sport proscrit l'alcool, mais tout comme le corps des étudiants, la gymnastique nationale était associée au vu et au su de l'univers à l'ingestion de la bière germanique.
Mon temps, que n'a-t-il accompli? Le pli du pantalon des messieurs, par exemple, dans mon enfance, il n'existait pas encore, mais peu après. Et je suis en mesure de signaler sa première référence littéraire. Dans le roman que Tolstoï écrivit sur le tard, Résurrection, quand Nekhludov, qui a accompagné le convoi de son ancienne maîtresse en Sibérie, se trouve dans l'auberge du chef-lieu du gouvernement et reprend la tenue du civilisé, il endosse une chemise empesée et un pantalon qui a des plis pour être resté étendu. Donc, c'est d'avoir été tendu à plat sur la chaise que provenaient à l'origine les plis, le fer à repasser les marquant ensuite en longueur. Le tramway à traction animale trottait en tintinnabulant par les rues, et je me souviens encore d'avoir vu à Munich le dernier de ces véhicules, pavoisé de drapelets, conduit à son mausolée lorsque toutes les lignes de tramway furent électrifiées. La transition de la lampe à pétrole, de la flamme du gaz qui formait au théâtre la lumière de la rampe et de l'éclat blanc et brillant du manchon à incandescence, à la lumière électrique, j'en ai été témoin. Le premier téléphone surgit dans les comptoirs des grands commerçants, sinon dans les habitations privées. La bicyclette, dénommée vélocipède en Europe, fit son apparition. À son début, elle fut une haute roue grotesque sur laquelle le cycliste se juchait, tel un petit singe, sur un grand chameau, et dont la minuscule roue de derrière se désaxait et roulait en avant. Puis ce fut la bicyclette anglaise, qui chez nous portait le nom de safety. Safety, le mot-clé de l'époque. La sécurité bourgeoise et son libéralisme étaient anglais. À l'ombre et à l'abri du British Empire, le continent reposait. Safety et placement de père de famille, tels furent les signes distinctifs, les assises en apparence inébranlables de ma jeunesse. Et pourtant, à l'insu du bourgeois moyen, ces assises étaient rongées, minées, profondément discutées, pointant sur le plan politique par la social-démocratie naguère si terrifiante, qui allait s'embourgeoisant, que par l'esprit et par l'art, la critique morale, l'esthétisme. Elles étaient sapées par un antilibéralisme révolutionnaire ou néoconservateur, par une jeunesse circulant dans un costume nouveau et dont la conception de vie se séparait radicalement de celle de ses pairs. Ce fut la protestation contre la belle pièce, le salon bourgeois, une sorte de santé de plein air, bohème de campeurs qui se manifestait. Mais il y eut aussi une autre bohème, artistique, littéraire, plus occupée de haschisch et de cigarettes parfumées que de santé. Le mot décadence, manié par Nietzsche avec tant de virtuosité psychologique, s'intégra au jargon intellectuel de l'époque. Un tableau romancé des mœurs allemandes d'alors, aujourd'hui oublié, s'appela précisément « roman de la décadence ». De Hofmannsthal à Trakl, un excès de maturité, de lassitude, de déclin, formèrent le thème du lyrisme, et quel que fût le sens du mot de passe fin de siècle, qui avait cours par toute l'Europe, néocatholicisme, satanisme, crime intellectuel, raffinement dégénéré de l'ivresse nerveuse, en tout cas, ce fut une formule d'épuisement, la formule trop à la mode et un peu fanfaronne du sentiment de la fin d'une ère, l'ère bourgeoise. En y repensant, je ne fus jamais à la mode. Jamais je n'ai porté le macabre costume de bouffon fin de siècle. Je n'ai jamais ambitionné d'être littérairement à la tête ni à la page. Jamais appartenu à l'école ou à la coterie en vogue, pas plus à celle du naturalisme que du néoromantisme, du néoclassicisme, du symbolisme, de l'expressionnisme ou autre. Voilà pourquoi je n'ai jamais été porté par une chapelle et rarement les littérateurs m'ont prôné. Ils voyaient en moi un bourgeois,
d'ailleurs point à tort, car par un instinct conscient, je m'en tenais fermement à mes traditions bourgeoises natives, au fond culturel du XIXe siècle, traditions qui, en moi, s'alliaient à un goût très vif de la grandeur. Tolstoï pouvait être un naturaliste. Avant tout, il était grand, un géant, du format du XIXe siècle, ce format que j'admirais, que je portais en moi comme un idéal, une sorte de lien, un impératif, une exigence, et qui ne contribuait pas à faciliter la vie à une jeunesse ballottée. Wagner aussi était naturaliste, en outre symboliste, et d'après Nietzsche, un décadent, mais surtout dans un format géant. À l'époque où je me pénétrais des créations de son génie, où l'enthousiasme juvénile qu'il m'inspirait était à son apogée, et où l'anneau de Nibelung me semblait le chef-d'œuvre par excellence, effet qu'il produit encore parfois sur moi, cette œuvre faisait, il est vrai, sale comble dans tous les opéras du monde. Mais déjà Wagner n'était plus à la pointe de la mode intellectuelle, le dernier cri. L'ardent intérêt que je lui portais, encore stimulé par la critique de Nietzsche, faisait de moi au fond un rétrograde, un retardataire, de même que je l'étais comme lecteur et admirateur de Schopenhauer. À cette époque, au début de mes 20 ans, où mon esprit et mon âme s'imprégnaient de cette métaphysique athée, de ce pessimisme si teinté d'art, où je m'y plongeais jusqu'à l'enivrement, Schopenhauer n'était déjà plus le philosophe du jour. Il était de la veille ou de l'avant-veille. Il représentait l'ère bourgeoise, une pièce de musée, de culture, qui, en moi, se dégageait, une fois encore, de ce qui était historique, et devenait une aventure passionnément vécue. Ses attaches avec le passé étaient une condition, une nécessité personnelle. Le roman anglais, russe, scandinave de 1850 et 60, le théâtre épique de Wagner, la morale pessimiste, la psychologie de la décadence de Nietzsche, la conception artistique de Flaubert et de Goncourt, en outre une bonne part d'humour de la Basse-Allemagne, tels furent les éléments qui concoururent à la formation du roman du jeune homme de 23 à 25 ans que j'étais. Les Buddenbrook parurent précisément au tournant du siècle. De ce livre désuet tant par son rythme que par ses dimensions, les littérateurs n'avaient cure. Mais il ne tarda pas à toucher et à passionner la bourgeoisie cultivée d'Allemagne, et fut bientôt traduit dans toutes les langues d'Europe, parce que le sentiment général de la situation correspondait à celui dont il était l'expression. Je me rappelle encore, tant que j'écrivais mon roman, avoir fait à la question d'un artiste munichois qui s'informait de mon activité, cette réponse plus irritée qu'orgueilleuse. Peu, c'est une chose ennuyeuse, bourgeoise, mais il s'agit de décadence. C'est en cela qu'elle est littéraire. J'avais stylisé des expériences personnelles familières pour en composer un roman, avec le sentiment que quelque chose de littéraire, c'est-à-dire de spirituel, de valable pour tous, y était inclus, et qu'en racontant le déclin d'une maison bourgeoise, j'avais annoncé un autre déclin, la fin d'une époque, une césure culturelle beaucoup plus considérable de l'histoire sociale. Sinon, comment, 14 ans plus tard, quand l'histoire universelle elle-même, de sa main brutale et sanglante, marquait la fin, le tournant, la grande césure, me serais-je cru tenu d'entreprendre un travail plus vaste qui a duré des années, la défense don quichotesque de la bourgeoisie romantique, du nationalisme, de la guerre allemande, qui, sous le nom de considération d'un apolitique, s'est acquis une fâcheuse renommée. Les attaches avec le passé, dont je parlais, qui m'avaient amené à ce travail, se manifestèrent en l'occurrence avec un effet négatif. Elles firent de moi un réactionnaire, ou du moins m'en donnèrent un instant l'apparence. Car le livre était, tout au fond, beaucoup plus un roman expérimental éducatif qu'un manifeste politique.
C'était, du point de vue psychologique, une longue exploration de la vie conservatrice nationale sous une forme polémique dépourvue d'une conclusion définitive. À peine l'ouvrage terminé, en 1918, je m'en détachai. Détachement qui me fut facilité de toute façon par la stupide hostilité à l'égard du livre, de la part des conservateurs allemands pour qui il était encore beaucoup trop européen et libéral. Par certains contacts personnels avec ces milieux, dans leur réalité politique et intellectuelle, qui m'avaient terrifié jusqu'au moelle. Et par la montée de cette vague d'obscurantisme dans le domaine intellectuel et scientifique, un mouvement qui m'était foncièrement odieux, opposant le nationalisme au sentiment de l'humain et traitant ce dernier comme un rebut destiné à disparaître, une survivance attardée, bref, la montée du fascisme. Mon temps, je n'ai, il m'est permis de le dire, jamais cherché à le flagorner, à le flatter, pas plus dans le domaine de l'art que dans celui de la politique et de la morale. Quand je l'exprimais, je me suis montré le plus souvent hostile, et lorsque je prenais position, cela se produisait régulièrement à l'instant le plus défavorable. J'étais nationaliste quand le pacifisme explosif des expressionnistes était à l'ordre du jour, et je me défendais avec horreur contre l'anti-humanisme et l'irrationalisme des intellectuels de 1920 ou 25, dont les conséquences politiques m'apparaissaient encore qu'à une minorité. À peine 4 ans après la publication des Considérations, je faisais figure de champion de la République démocratique, cette faible création de la défaite. Je passais pour anti-rationaliste, sans avoir le sentiment de la moindre rupture dans mon existence ou du moindre reniement. L'anti-humanisme de l'époque me prouvait clairement que je n'avais jamais rien fait ou rien voulu faire, sinon défendre l'humanité. Je ne ferai jamais rien d'autre. Mon temps, il fut plein de variétés. Mais ma vie, qui est incluse, est d'une seule coulée. L'ordre chronologique par quoi je m'intègre en lui me donne la satisfaction que m'inspire tout ordre et toute harmonie. En 1900, à 25 ans, j'avais achevé les Buddenbrock. Quand le siècle eut l'âge que j'avais à l'époque, et moi celui du siècle aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans, donc en 1925, parut La montagne magique. Un livre écrit dans des circonstances combien différentes de celles de l'œuvre de ma jeunesse. La Première Guerre mondiale était déjà derrière nous. Mon roman l'avait traversé, tout de même que la jeune génération qui s'était battue, et je l'avais subie sans raison et sans but. Une génération profondément différente par sa contexture psychique des contemporains fraternels de Hanno Buddenbrock et de Tonio Kröger, complètement désembourgeoisés et déshumanisés, tout à la fois trempés, ébranlés, athlétiques et désespérés. Le nihilisme que Nietzsche avait prédit comme inévitable et qui devait s'accomplir en tant que forme de vie intellectuelle au cours de la Deuxième Guerre mondiale était déjà prêt, au point extrême de l'intelligence, par exemple dans les écrits d'un Ernst Jünger. Quelqu'un qui s'y connaissait appelait le national-socialisme la révolution du nihilisme. Il le fut, mêlé à de sinistres croyances à l'inhumain, à l'élément pré-raisonnable et chtonien, à la terre, au peuple, au sang, au passé et à la mort. Non que ces ingrédients spécifiques de l'époque aient été complètement nouveaux pour ma maturité d'homme, mais quand je parlais de l'avantage de celui qui est né en 1875 sur ceux qui naquirent de plein pied dans un monde post-bourgeois, et donc d'un avantage culturel, je voulais dire ceci. Nous, hommes d'âge, avons connu la réaction contre le libéralisme et le rationalisme sous une forme qui était encore celle d'une extrême culture, un sombre jeu mené par l'humanisme même.
comme un pessimisme qui s'exprimait dans la prose de notre grande époque de culture humaniste et dont la fière misanthropie n'abjura jamais le respect de l'idée, de la vocation supérieure, la dignité de l'homme. Je parle de Schopenhauer et aussi de Nietzsche, qui dérivait de lui et transforma son pessimisme en lyrisme dionysiaque, mais même dans l'apostasie resta son disciple, humaniste jusque dans ses plus stridentes et douloureuses excentricités, plaçant au centre de sa philosophie l'élévation de l'être humain, son avenir, son affranchissement des humiliations morales. Le roman de mon âge viril, La montagne magique, fut aussi un témoignage de la pensée humaniste. Son symbolisme humoristique tournait autour de l'enfant qui donnait du souci à la vie, l'homme et le problème de son état et de sa condition. Ce livre se proposait d'être un livre de l'humanité, tout comme plus tard les histoires de Joseph écrites dans les années 1930, et dont en grande partie je suis redevable à l'Amérique. Leur cadre extérieur fut des plus restreints. Une vallée de montagne en Suisse, rendez-vous des touristes internationaux. Leur cadre intérieur fut vaste. Il englobe 14 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, toute la dialectique occidentale, politique et morale qui aujourd'hui encore, dans l'attente de sa synthèse humaine, se prolonge en une lutte par quoi, depuis 25 ans, sa thématique a conservé une certaine actualité. Il ne s'agissait plus, comme dans les considérations qui avaient préludé à cette œuvre, de défendre l'esprit et l'art contre la politique. Celle-ci était devenue prédominante, bien que l'art semblât se livrer à un jeu avec elle, et, soudain dressé dans une dispute pédagogique autour d'une âme, l'âme de l'Occident, on voyait s'affronter sa morale encore bourgeoise et celle qui ne l'était plus, la politique en tant qu'humanité, en tant qu'inhumanité ascétique, la démocratie déjà devenue une aimable ironie et incarnée dans un communisme jésuitique, la cruauté de la dictature dogmatique, l'entrave de fer de l'État totalitaire. Si le roman s'écarte avec humour de la rhétorique démocratique, du bel canto politique d'un élève de Mazzini, il fait voir la terreur et la servitude humaine sous un jour bien plus sinistre. Et, je l'avoue, après bien des malentendus, le moment de cet aveu me semble opportun, la crainte du dogmatisme totalitaire, cette épouvante de l'épouvante, m'est restée durant ces 25 ans, et jamais je ne pourrai m'y rallier. Non pas un libéralisme à la vieille mode, et que je ne comprenne pas l'aspiration anxieuse de l'humanité vers de nouvelles allégeances, telles que les offrait jadis la religion, mais à cause de l'incompatibilité qui répugne à mes instincts les plus profonds. Comme écrivain, comme psychologue, comme peintre de l'humain, je suis l'homme-lige de la vérité et je m'y tiens. J'aime sa séduction. Je suis pénétré de sa dignité et du caractère méprisable du mensonge. L'illusion est artistique. Le mensonge, insupportable, à la fois du point de vue esthétique et éthique. Et il apparaît ainsi que ces deux domaines sont apparentés de plus près, s'imbriquent plus que ne se le figure sans doute leur tenant souvent aux prises. Or, l'État totalitaire exige qu'on croie à des mensonges. Il n'est pas le seul, je le sais. L'imposture accourt partout, même dans le monde libéral. L'intérêt requiert une parure idéologique. La politique de puissance se déguise en messianisme, et ce qu'on appelle la propagande n'a jamais grand-chose en commun avec la vérité. Mais ce n'est pas à cela que je fais allusion. Un peu de trucage, même beaucoup, n'est pas la foi dans l'imposture. Et encore, dans l'imposture en tant que force capable de forger l'histoire. Il est permis de se demander si l'histoire est vraiment la réalisatrice de la vérité, et ce doute m'inspire un certain éloignement à son égard. L'historien né, lui,
n'en est pas affecté. Gregorovius, dans son Histoire de la cité de Rome au Moyen-Âge, là où il traite de la naissance de l'Église chrétienne et de ses articles de foi, par exemple la primauté de l'évêque de Rome, et donc l'institution du pouvoir pontifical, écrit avec une parfaite désinvolture: si la puissance d'une tradition d'ailleurs respectable, basée sur la foi des siècles, semble étrange, il convient de songer que dans toute religion qui prend corps, des traditions et des légendes se trouvent à la base des réalisations pratiques. Dès l'instant où le monde les a admises, elles deviennent en lui des faits. Une horreur singulière se dégage pour moi de cette phrase flegmatique. Et quoi? Des légendes peuvent, dès l'instant où on les admet, devenir la vérité. Des mythes, des contes, des falsifications, des mensonges peuvent servir de base à la réalité historique. Et ce serait là l'œuvre propre et essentielle de l'histoire. En ce cas, elle serait une forme répugnante de poésie, la poésie de la puissance. Car toute mutation de la non-vérité en vérité est somme toute une contrainte. Mais que le mensonge puisse, par la contrainte, devenir vérité et assise de la vie, c'est ce que le totalitarisme a appris d'histoire. Ce qu'il admire dans ses créations est le moyen qu'il semble adopter à son tour pour créer de l'histoire. Pour lui, la vérité n'assure pas le salut, ce qui au surplus n'est nullement dans sa nature. C'est la foi qui le procure, la foi commandée et obtenue de force, la foi en un mythe seul capable de l'assurer. En un mot, l'homme d'État totalitaire est le fondateur d'une religion, ou, plus exactement, d'un système de dogmes infaillibles. Inquisiteur, réprimant par la violence toute hérésie et reposant lui-même sur des légendes, un dogmatisme auquel la vérité doit se soumettre dans une rigoureuse ascèse. Rien d'étonnant si dans notre monde de libéralisme, désespérant de lui-même, ou tout au moins doutant de lui-même, une telle institution a réussi, malgré ce qu'elle a de terrifiant pour un esprit accoutumé à la liberté de l'art en qui seul peut-être la liberté est possible et naturelle. Presque dès l'instant de sa naissance, la liberté s'est lassée d'elle-même et elle a cherché de nouveaux liens, de nouvelles limitations, quelque chose qui commande le respect absolu, un système d'idées et de morale centripède. Il est apparu que l'homme ne pouvait vivre dans une dispersion individualiste et qu'en elle, il ne saurait peut-être y avoir d'humanité. Rien de plus naïf que de brandir la liberté contre le despotisme, en moralisant joyeusement, car elle est un problème troublant, au point que l'on se demande si l'homme, par souci de sa sécurité psychique et métaphysique, ne lui préfère pas l'épouvante. De cela, il est beaucoup question dans le roman de mes vieux jours, le docteur Faustus. La terreur sacrée, l'Église nouvelle, la nouvelle foi établissant un lien universel qui, à toutes ces annonciations, joint aussi celle de la libération de la liberté, est trouvée. La Russie byzantine l'a créée, où la démocratie bourgeoise n'exista jamais et où le despotisme est l'air viable habituel. Sur la base d'une explication de la vie et d'une doctrine de salut panéconomique, nullement orientale mais issue de l'industrialisme occidental, d'une doctrine contenant une vérité relative, elle a érigé son Église orthodoxe, censément seule capable d'assurer le salut, à un édifice de dogmes sacro-saints avec tout ce qui s'ensuit. Comme cette Église est en même temps un État, elle pratique une politique de puissance. Qui s'en étonnera? La conquête du monde est un rêve venu du fond des âges et toute foi ambitionne de conquérir le monde, au risque d'être simplement un instrument d'hégémonie mondiale. Je ne voudrais laisser subsister aucun doute quant à mon respect de la révolution russe, cet événement ressortissant à mon temps. Elle a mis fin,
dans son pays, à des conditions anachroniques depuis longtemps devenues intolérables, élever le palier intellectuel d'un peuple qui comptait 90% d'analphabètes, rendu le niveau de vie de ces masses infiniment plus humain. Elle est la grande révolution sociale après la révolution politique de 1789 et, comme celle-ci, elle laissera sa marque dans toutes les vies des communautés humaines. N'y eût-il rien d'autre en elle qui me commande l'estime, il y aurait toujours son irréductible antagonisme contre le fascisme de couleur italienne ou allemande, cette imitation simiesque, réactive et inepte du bolchevisme, une post-révolution sans aucun rapport avec l'idée de l'humanité et son avenir. Nul ne contestera un semblable rapport à la grande révolution russe. Ce qui lui donne son empreinte tragique, c'est qu'elle s'accomplit précisément en Russie et porte le signe spécifique du destin et du caractère russe. Durant de longues décennies, l'autocratie et la révolution ont mené dans cet immense pays une lutte sans merci, où tous les moyens étaient bons. Elles n'ont dédaigné aucune terreur. Dans ce corps à corps, les sympathies des démocraties, y compris la démocratie américaine, furent toujours du côté de la Révolution, car sa victoire faisait augurer une Russie libre, libre au sens où l'entend la démocratie. Le résultat fut autre, ils furent russes. L'autocratie et la Révolution se sont finalement trouvées l'une l'autre, et nous avons sous les yeux la Révolution autocratique, la Révolution en costume byzantin et prétendant à assurer le salut du monde. Dans une rivalité historique de grand style, elle s'oppose à la prétention occidentale d'hégémonie universelle et de domination spirituelle et matérielle. Que la lutte des deux impérialismes éclate ou menace d'éclater, à l'instant où le développement de la technique atteint un point culminant, vertigineux, et où la science détient des engins de destruction qui mettent en péril l'existence même de l'humanité, cela a un sombre arrêt de l'histoire. Car chacune des parties a en vue l'humanité et son salut, non son anéantissement. Qui voudrait contester l'humanité à la Russie éternelle? Jamais, et nulle part il n'en fut de plus profonde que dans la littérature russe. La sainte littérature russe, ainsi que je l'appelais dans une nouvelle de ma jeunesse. Goethe, jetant un regard en arrière sur les guerres de la libération allemande, à l'égard desquelles il s'était montré froid, disait « Comment aurais-je pu haïr les Français? Je leur suis redevable d'une trop grande part de ma culture. Je dois trop de ma culture à la pensée russe, à l'âme russe, pour que la politique de puissance puisse m'amener à éprouver de la haine contre la Russie. Et quant au communisme qui m'est étranger mais plonge des racines profondes dans la masse humaine russe, hier encore la démocratie occidentale, pour préserver sa vie, s'alliait au communisme russe dans la guerre contre le nazifascisme. Aujourd'hui prévaut la croyance que toute allusion à ce hier doit être éliminée comme une haute trahison. Et pourtant, la continuation de cette fraternité dans la lutte, ce pourquoi il eût d'ailleurs fallu de part et d'autre plus de sagesse, aurait pu produire un résultat grand et salutaire pour l'humanité. Or, il n'échappe pas à l'œil clairvoyant que de l'actuel conflit chronique, il ne saurait rien résulter de bon. Supposez qu'il ne nous mène pas brusquement à la guerre effective. L'aventure la plus vouée à l'insuccès et la plus désespérée où l'humanité se soit jamais engagée, une aventure que nul ne déclencherait sans se condamner moralement à mort, ce conflit chronique maintient en tout cas les peuples dans un état de dépression, lié dans la haine et la peur, les oblige à gaspiller le meilleur de leurs forces au service de cette haine, et cette peur entrave tout, réfrène tout, empêche tout progrès, abaisse intellectuellement les hommes,
paralyse chez les grandes nations le sentiment de l'équité, les prive de raison et rend chacune risible. Mais non, je me serais arrêté. Mais non, je vous connais. Ici, j'en ai lu 2. Je vous connais. Attends, maintenant, il faut que je recommence au début. Tu me dis quand c'est bon, hein? Ça y est. Ah, c'est bon. Oui. Ah, bah alors, il faut que je recommence toute ma phrase. Supposez qu'il ne nous mène pas brusquement à la guerre effective. L'aventure la plus vouée à l'insuccès et la plus désespérée où l'humanité se soit jamais engagée, une aventure que nul ne déclencherait sans se condamner moralement à mort, ce conflit chronique maintient, en tout cas, les peuples dans un état de dépression, liés dans la haine et la peur, les oblige à gaspiller le meilleur de leurs forces au service de cette haine, et cette peur entrave tout, réfrène tout, empêche tout progrès, abaisse intellectuellement les hommes, paralyse chez les grandes nations le sentiment de l'équité, les prive de raison et rend chacune risible aux yeux de l'autre par les sottises auxquelles les induisent la folie et de la persécution et la folie persécutante. Qui peut se représenter ce que serait la guerre chaude? Pour la guerre froide, nous l'avons sous les yeux, et la voyons détruire cela même qu'elle voudrait préserver, la démocratie. Car elle succombe à la tentation de chasser le diable en invoquant Belzébuth, de prendre le fascisme pour compagnon d'armes, de le soutenir et l'encourager de nouveau, ce qu'on ne saurait accomplir à l'extérieur des frontières, sans céder, chez soi aussi, à son esprit monstrueux. La démocratie bourgeoise devrait entendre résonner à son oreille la parole « Que sert à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme ?» Du fond des poitrines humaines s'exhale aujourd'hui ce cri. La paix, pour Dieu, la paix. De l'Amérique et de la Russie, ces deux géants débonnaires, sujets, il est vrai, tous les deux, le premier à une hystérie éperdue, le second à des accès de frénésie sarmate, l'un doit-il fatalement écraser l'autre comme Fafner écrase Fasolt pour dormir seul sur le trésor du monde? Il n'y aura plus rien sur quoi le vainqueur puisse allonger son ventre de dragon. La bombe à l'hydrogène sera leur massue. Elle ne laissera plus subsister rien, nul trésor digne d'être gardé, pas même la démocratie. Les colosses de l'Est et de l'Ouest, l'un avec sa vieille histoire mélancolique, l'autre avec son histoire jeune et joyeuse, ont pourtant bien des points communs que la haine et la crainte tendent aujourd'hui à faire oublier à nos consciences. Leur dimension, à elle seule, établit entre eux une affinité. Leur immense étendue crée aussi un rapport spécial avec le temps, une certaine libéralité insouciante dans la distribution du temps. Ils ont le temps, ils prennent leur temps, et ils ignorent l'impatience. Je n'ai encore jamais rencontré un Américain impatient, ni un Russe perdant patience. Tout récemment, on a pu voir chez nous une exposition d'images due à un très habile photographe et qui représentait divers motifs bien choisis, empruntés à la vaste vie américaine, scènes de ferme, hommes d'Amérique cultivant la terre ou se livrant au travail industriel. On était frappé de constater combien une grande partie de tout cela avait un caractère russe, et jusqu'aux physionomies. Entre l'humanité russe et américaine, il existe beaucoup de remarquables analogies. Avant tout, l'élément démocratique inné en elle, une confiance, une franchise, un abandon dans la vie commune qui se différencie de l'individualisme fermé du français ou de l'anglais. On sait que nos soldats, en certaines circonstances où la guerre les mit en présence de camarades russes, soit en Iran, soit en Allemagne, se sont admirablement compris et entendus avec eux. En fait, mieux qu'avec des Français et des Anglais. Des deux côtés, un certain joyeux élément primitif, dans la façon de boire, de faire l'amour, dans l'humeur générale, leur permettait d'être bons amis, sans qu'aucun d'eux connût plus que 2 ou 3 mots de la langue de l'autre.
Vania et Sam, ou Jim, ne veulent pas se prendre à la gorge pour des divergences dans la constitution de leurs deux pays. Liberté, égalité, ces principes fondamentaux de la démocratie s'opposent. Ils se contredisent et ne peuvent jamais se fondre en une union idéale, car l'égalité porte en soi la tyrannie et la liberté contient le relâchement anarchique. L'humanité se doit, aujourd'hui, de trouver un nouvel équilibre entre ces deux principes, de s'engager dans une nouvelle combinaison où d'ailleurs il apparaîtra avec évidence que l'équité est devenue l'idée dominante de l'époque et sa réalisation, dans la mesure où elle dépend des forces humaines, un cas de conscience universelle. La révolution bourgeoise devra continuer à se développer sur le plan économique et la démocratie libérale sur le plan social. Au fond, chacun le sait, et quand Goethe, vers la fin de sa vie, déclarait que tout homme raisonnable était en somme un libéral qui s'était modéré, ce mot signifie aujourd'hui tout homme raisonnable est un socialiste modéré. Mais je n'ignore pas que c'est précisément le socialisme modéré, celui qui se tempère d'humanisme, le socialisme libéral, qui exècre le plus le communisme totalitaire. Il n'en va pas autrement en Amérique que naguère en Allemagne. Et pourtant, je crois que si, dans notre camp, nous consentions à admettre la nécessité d'une réforme sociale de la liberté, si nous abandonnions l'idée superstitieuse qu'il faudrait dans le monde étouffer le socialisme et pactiser avec le fascisme, plutôt que de mettre en péril où que ce soit le free enterprise, ce seul fait entraînerait un tel changement d'atmosphère que l'antinomie russo-américaine aurait beaucoup perdu, voire nettement perdu, de son acuité. On a parfois dit de moi qu'il me faut toujours être patriote, sinon désormais comme Allemand, du moins en tant qu'Américain. Il y a peut-être du vrai. Et le rêve patriotique de ma vieillesse est donc que l'Amérique se hausse jusqu'à l'audace morale qui correspond à sa force et prenne l'initiative d'une conférence universelle de paix, appelée non seulement à mettre fin à la néfaste course aux armements, mais où, dans l'intérêt bien compris de tous, et de l'Amérique aussi, s'élaborerait un plan de vaste financement de la paix. Ce serait une consolidation de toutes les forces économiques des peuples par l'exploitation en commun de la terre et une répartition de ses biens, destinée à bannir du monde la scandaleuse misère, la faim, les souffrances inutiles infligées non par Dieu, mais par les hommes. Et si la Russie dédaignait ce plan mondial, cette préparation d'une gestion du monde protégeant la loi et la paix, si elle s'en excluait dans un accès d'entêtement nationaliste, alors, mais alors seulement, se trouverait confirmé ce qu'on se hâte trop prématurément d'annoncer, à savoir que la Russie ne veut pas la paix. On dit qu'elle la veut uniquement avec la conviction que le temps travaille pour elle. Il se peut. Mais le temps travaille aussi pour nous. Et pour ce qui est de la foi dans le temps, l'Amérique ne le cède en rien à la Russie. Toutes deux sont grandes et patientes. Le temps travaille pour nous tous. Si nous le laissons accomplir son œuvre de compensation, d'abolition des antinomies, aux fins de réaliser une unité supérieure, et si nous, particuliers et nations, nous le remplissons en travaillant à nous parfaire. Le temps, don précieux, nous fut donné pour qu'en lui nous devenions plus sages, meilleurs, plus mûrs, plus accomplis. Il est la paix même, et la guerre n'est rien, sinon la sauvage négation du temps, la percée hors de lui, dans une explosion d'impatience démente. Celui qui a vécu ici-bas 75 années, c'est quelque chose de la grâce que nous dispense le temps et sa patiente maturation. Il a d'ailleurs contracté un certain attachement pour cette terre verdoyante, et le jour, si proche, où il s'enfoncera dans son sein, il souhaite de grand cœur aux générations humaines qui, là-haut, passeront dans la lumière, que leur lot
ne soit pas la misère, et là